Le 22 février 1962, à Marseille, un adolescent de 14 ans attend encore le retour de son père. On lui a parlé d'un accident de voiture. Dans son imagination, l'homme va franchir la porte blessée, peut-être appuyé sur des béquilles, et son fils sera là pour l'aider à monter les marches. Mais le père ne rentrera pas debout, il reviendra dans un cercueil. Des décennies plus tard, Jean-Pierre Foucault apprendra avec une précision presque insoutenable ce que les adultes avaient voulu lui épargner. Marcel Foucault avait été abattu à Alger, touché dans le dos et à la nuque. Et malgré les archives retrouvées, malgré le numéro d'une voiture repérée après le meurtre, une question reste sans réponse. Pourquoi? C'est peut-être là que se trouve la fracture la plus profonde de la vie de Jean-Pierre Foucault. Non pas seulement dans la mort violente d'un père, mais dans l'absence d'explication qui l'a suivi. Il y a les deuils que le temps finit par entourer de faits, de raisons, de récits familiaux. Et il y a ceux qui restent ouverts parce qu'une pièce manque toujours. Chez Foucault, cette pièce est le mobile. En octobre 2024, invité de Quelle époque, il rappelait encore qu'il n'avait jamais su pourquoi son père avait été tué. L'ancienne secrétaire d'État Patricia Miralles avait pourtant retrouvé des documents relatifs à l'affaire, jusqu'à l'immatriculation d'un véhicule ayant quitté précipitamment les lieux. Le dossier s'était épaissi. Le mystère, lui, n'avait pas disparu. Pour comprendre ce que cela a fait à l'homme qui allait devenir l'un des visages les plus rassurants de la télévision française, il faut revenir au garçon de 14 ans, avant les plateaux, avant les génériques, avant les soirées où des millions de téléspectateurs reconnaîtraient immédiatement sa voix. Dans le récit qu'il a livré de cette période, la famille ne lui dit pas tout de suite que son père a été assassiné. On lui parle d'un accident. Le mensonge est sans doute destiné à protéger l'enfant, mais il crée une attente absurde et cruelle, celle d'un retour possible. Jean-Pierre imagine son père vivant, amoindri mais vivant. Puis la réalité arrive sous la forme la plus définitive qui soit. Après les obsèques, sa mère lui désigne la place laissée vide par son mari. Le message est simple. Désormais, il faut grandir. Dans les souvenirs de Foucault, cette disparition agit comme une accélération brutale. À 14 ans, il n'a pas le luxe d'une longue adolescence. Il y a une mère, des sœurs, une maison, une absence qui change l'équilibre de tout le foyer. Plus tard, lorsqu'il dira qu'il est devenu adulte très jeune, la formule ne relèvera pas de la nostalgie. Elle décrira un changement de fonction. Un enfant peut pleurer son père. Un homme de la maison, lui, croit parfois qu'il doit retenir ses larmes pour que les autres puissent tenir. C'est ici qu'apparaît un paradoxe qui accompagnera toute sa carrière. Pour éviter les questions de ses camarades, pour ne pas avoir à expliquer encore et encore pourquoi son père avait été assassiné, Jean-Pierre choisit l'humour, il fait rire. Il occupe la place du bout en train, du garçon qui détourne l'attention avant que l'attention ne se pose là où elle fait mal. Ce réflexe n'a pas besoin d'être transformé en diagnostic psychologique pour être compris. Lorsqu'une question vous blesse, vous pouvez tenter de contrôler la conversation avant qu'elle ne soit posée. Chez lui, la plaisanterie devient une manière de reprendre la main. Des années plus tard, cette aptitude paraîtra naturelle à l'écran, officielle. Foucault saura détendre un candidat, relancer une salle, créer une connivence, faire oublier la mécanique d'une émission pour donner le sentiment d'un échange simple. Le public verra de l'aisance. Mais derrière cette aisance se trouve aussi l'apprentissage précoce d'un adolescent qui avait compris que faire rire pouvait empêcher les autres de fouiller dans sa blessure. Le sourire chez lui n'est pas faux, ce serait trop simple de le dire ainsi. Il est réel, professionnel, généreux même. Mais il possède une histoire. Et cette histoire commence dans une classe où un garçon ne veut plus entendre « Pourquoi ton père a-t-il été tué ?» La mort de Marcel Foucault n'est pourtant qu'une partie de l'héritage familial. Bien avant 1962, cette famille avait déjà été traversée par une autre violence historique, la persécution des Juifs pendant l'occupation. La mère de Jean-Pierre, Paula, née Pesaleska, en Pologne, était juive. Selon le comité français pour Yad Vashem, Marcel Foucault l'aida pendant la guerre, lui procura de faux papiers, lui trouva des lieux où se cacher et prit des risques considérables pour protéger des Juifs. Il participa également à la protection de 2 enfants de la famille. En 2009, Yad Vashem le reconnut à titre posthume, juste parmi les nations. Cette histoire change la manière de regarder le père disparu. Marcel n'est pas seulement l'homme dont Jean-Pierre a attendu en vain le retour en 1962. Il est aussi celui qui, 20 ans auparavant, avait pris le risque d'être arrêté par la Gestapo pour aider des personnes pourchassées. Le témoignage conservé par Yad Vashem raconte qu'il fournissait de faux papiers et cherchait des hébergements. Il fut lui-même détenu pendant une quinzaine de jours après la dénonciation d'une secrétaire juive à laquelle il avait procuré une fausse identité. Autrement dit, avant de devenir le père dont l'assassinat allait marquer l'adolescence de Jean-Pierre, Marcel avait déjà vécu avec la possibilité de mourir pour avoir refusé d'abandonner les autres.
La famille maternelle, elle, n'échappa pas intacte à la Shoah. En août 1942, lors de la rafle d'Aiguebelette-le-Lac, en Savoie, une tante de Jean-Pierre Foucault fut arrêtée puis déportée. Ses deux enfants, Paulette et Maurice, survécurent grâce à leur prise en charge et à leur mise à l'abri. En 2022, lors d'une commémoration du 80e anniversaire de cette rafle, Foucault revint sur place. Il ne s'agissait pas d'un exercice médiatique ordinaire, il se tenait là où l'histoire de sa propre famille avait basculé, devant la mémoire de ceux qui n'étaient pas revenus. Ce passé explique aussi pourquoi la figure du père est si complexe dans son récit. Marcel est à la fois celui qu'on lui a arraché et celui dont il peut être fier. Il est une absence et une référence morale. Quand Jean-Pierre reçoit avec ses sœurs la médaille et le diplôme de « Juste parmi les nations » décerné à leur père, la scène contient une ironie douloureuse. L'homme honoré est mort depuis des décennies et son fils doit accepter une reconnaissance publique alors qu'il n'a jamais obtenu la réponse privée qu'il cherche depuis l'adolescence. La société peut dire ce que Marcel a fait de courageux. Elle ne peut toujours pas dire pourquoi quelqu'un l'a tué à Alger. Les faits connus sont précis sur la date et beaucoup moins sur le mobile. Marcel Foucault meurt le 22 février 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, dans un contexte de violence extrême. Des archives retrouvées tardivement ont permis à Jean-Pierre Foucault de connaître des éléments qu'il ignorait encore. Son père avait été atteint de 2 balles et un véhicule avait quitté les lieux. Foucault lui-même a évoqué des hypothèses, notamment liées aux affaires de son père, mais il a pris soin de les présenter comme des suppositions. C'est important. Transformer cette supposition en certitude reviendrait à donner à son histoire la réponse qu'elle n'a justement jamais eue. Et c'est probablement cette absence de conclusion qui rend le souvenir si tenace. Une mort expliquée peut devenir un récit. Une mort inexpliquée reste aussi une enquête intérieure. On repasse les détails, on imagine ce que l'on n'a pas vu, on se demande si un document oublié existe encore quelque part. Jean-Pierre Foucault a pu consulter des archives bien plus de 60 ans après les faits. Elles lui ont appris comment son père avait été tué, pas pourquoi. À cet âge de la vie où beaucoup cherchent à fermer les dossiers, le sien s'est rouvert avec davantage de précision, sans pour autant devenir plus simple. Sa vie d'adulte, pourtant, ne donne pas l'image d'un homme immobilisé par ce passé. Bien au contraire. Il entre dans la radio, puis la télévision, et apprend à maîtriser exactement ce que l'enfance lui avait retiré. Le déroulement d'une scène. À la radio, il sait quand relancer, quand couper, quand détendre. À la télévision, il sait où regarder, comment attendre, comment installer une tension avant une réponse. Dans Sacrée soirée, Miss France ou Qui veut gagner des millions, il devient un spécialiste du tempo. Il ne maîtrise pas ce qui est arrivé à son père. Il maîtrise en revanche le rythme de ce qui se passe devant lui. Cette réussite gigantesque a fini par fabriquer une image presque opposée au drame d'origine. Pour des générations de Français, Jean-Pierre Foucault est associé à la fête, aux grandes soirées populaires, aux applaudissements, au suspense ludique, à la familiarité d'un rendez-vous télévisé. Non, il fait partie de ces animateurs que le public ne regarde plus vraiment comme des célébrités lointaines, mais comme des présences régulières du foyer. Sa voix entre dans les salons. Son sourire annonce un moment de détente. C'est précisément pour cela que les confidences sur son enfance frappent autant. Elles obligent à regarder autrement un visage que l'on croyait connaître depuis toujours. Mais sa vie privée, elle aussi, a connu une rupture. Avant la relation durable qu'il construit à partir de 1983 avec Evelyne Jarre, Jean-Pierre Foucault a été marié à Marie-Josée Tramoni, la mère de sa fille Virginie. De cette première union, le public sait peu de choses, ce qui correspond d'ailleurs à la manière dont il a toujours protégé sa sphère familiale. Il y eut néanmoins un divorce, donc la fin d'une cellule familiale à laquelle il avait participé. Non, il serait abusif d'affirmer que cette séparation reproduisait directement le traumatisme de 1962. Rien ne permet une psychologie aussi mécanique. Mais on peut constater le contraste. L'enfant à qui l'on avait demandé très tôt de tenir une famille devient un adulte qui découvre, comme tant d'autres, qu'une famille peut aussi se transformer malgré la volonté de la préserver. Virginie reste le lien concret entre ces deux périodes. Foucault est père, puis plus tard grand-père, et sa vie affective se reconstruit. En mars 1983, il rencontre Evelyne Jarre, alors hôtesse de l'air, au cours d'un vol. Ils forment ensuite une famille recomposée avec Virginie et Sandrine, la fille d'Evelyne. Leur relation dure depuis plus de 40 ans. Foucault a souvent parlé de sa compagne avec humour et tendresse, insistant sur sa présence dans les décisions importantes et sur leur capacité à éviter la monotonie. Non.
Dans un parcours marqué par une disparition sans explication, cette continuité affective a quelque chose de très concret. Un même foyer, une même compagne, une vie commune qui traverse les décennies. Puis, en février 2025, le passé revient sous une autre forme. Marie-Josée Tramoni meurt le 15 février. La presse rend l'information publique le 28 février. Elle était la seule femme que Jean-Pierre Foucault avait officiellement épousée et la mère de Virginie. La nuance de date est importante car l'annonce médiatique du 28 février ne correspond pas au jour du décès. Selon les informations publiées alors, Marie-Josée avait souffert de la maladie d'Alzheimer. Pour Foucault, séparé d'elle depuis longtemps, cette disparition n'efface évidemment pas les décennies écoulées. Elle ferme cependant définitivement une partie de sa propre histoire, celle du premier mariage et des jeunes années de père. Il serait tentant de transformer chaque perte en cicatrice spectaculaire. Ce serait pourtant trahir ce que l'on sait de lui. Jean-Pierre Foucault n'a jamais construit son personnage public sur la plainte. Son réflexe semble plutôt être la continuité. Travailler, plaisanter, apparaître quand le métier l'exige. Cette attitude peut donner une impression de solidité absolue. Mais la solidité n'est pas l'absence de vulnérabilité. Elle peut aussi être une discipline apprise très tôt. La télévision ajoute une autre violence, plus lente, celle de l'effacement. Pendant des années, Jean-Pierre Foucault occupe le centre du dispositif. Puis les formats changent, les chaînes cherchent d'autres visages. Les générations se renouvellent. En 2019, il quitte la présentation régulière de Qui veut gagner des millions ? Émission à laquelle son nom avait été associé pendant près de 2 décennies. Camille Combal reprend le jeu, mais Foucault ne disparaît pas pour autant. Il conserve notamment Miss France, revient pour des événements et accepte d'autres expériences. Mais le mouvement est là. Celui qui a incarné la permanence doit apprendre à ne plus être partout. Il a lui-même parlé du dégagisme comme de quelque chose de profondément désagréable, expliquant préférer décider de son avenir plutôt que subir une éviction. Cette phrase dit beaucoup du rapport d'un homme à la maîtrise de sa sortie. Dans une profession où l'on peut être adulé un soir et jugé dépassé quelques saisons plus tard, choisir le moment où l'on se retire devient une manière de conserver sa dignité. Foucault n'a pas totalement quitté l'écran. Il a réduit sa présence. La différence est essentielle. Il ne veut pas qu'une chaîne décide seule du moment où son histoire devient du passé. Le calme de Carrie Le Rouet prend alors un autre sens. La maison près de Marseille n'est pas seulement un décor de retraite. Elle est le lieu où le rythme se renverse. Pendant des décennies, sa vie a été scandée par les studios, les trains, les avions, les répétitions et les horaires de direct. Là, face à la Méditerranée, il peut vivre dans un environnement où le téléphone sonne moins souvent sans que cela signifie nécessairement un abandon. En 2026 encore, il ouvrait les portes de cette maison dans une émission de France 3, montrant qu'il n'avait pas disparu du paysage médiatique, mais qu'il avait déplacé son centre de gravité. Et puis, en avril 2023, son propre corps lui impose un arrêt que la télévision n'avait pas réussi à lui imposer. À son retour d'un voyage, en descendant de l'avion à Marignane, il ressent une forte oppression thoracique. Ses pieds sont gonflés au point qu'il a eu du mal à mettre ses chaussures. Il rentre malgré tout vers Carrie Le Rouet. Arrivé devant chez lui, il ne parvient pas à monter les quelques marches qui le séparent de la porte et s'allonge dans le jardin. Les secours sont appelés. À l'hôpital nord de Marseille, il est pris en charge en urgence. Plus tard, l'équipe médicale lui apprend qu'il a subi 2 arrêts cardiaques, l'un dans son jardin, l'autre aux urgences. La scène est saisissante pour une raison qui dépasse la santé. À 14 ans, Jean-Pierre Foucault avait imaginé son père revenant à la maison, blessé, incapable de monter seul. 61 ans plus tard, c'est lui qui se retrouve au pied de quelques marches, incapable de les franchir. Il ne faut pas transformer cette coïncidence en destin mystique. Ce serait de la littérature plaquée sur les faits. Mais dans une histoire familiale, où un escalier avait déjà été associé mentalement au retour du père blessé, l'image possède une force particulière. Cette fois, les secours arrivant à temps. Cette fois, l'homme au seuil de la maison revient vivant. Les médecins interviennent sur instant, puis Foucault passe plusieurs jours hospitalisé et 3 semaines en rééducation. Il racontera ensuite l'épisode avec son humour habituel, parlant de 2 petits arrêts cardiaques et plaisantant sur le fait qu'il ne travaillerait plus qu'1 minute et demie par jour. Là encore, le réflexe est le même. Lorsqu'une situation devient inquiétante, il introduit une distance comique. Mais derrière la formule légère, les faits restent graves. 2 arrêts cardiaques, des soins intensifs, une intervention, une rééducation. À 75 ans, le corps lui rappelle brutalement qu'aucune carrière, aucune notoriété et aucune maîtrise du direct ne permettent de négocier avec la fragilité physique. Quelques mois plus tard, il explique aller bien et reprend des activités jusqu'à tourner une fiction.
Il ne transforme pas l'accident en retraite définitive. Ce choix est cohérent avec tout le reste. Ralentir, oui. S'arrêter parce que la peur l'exigerait, non. Mais l'épisode modifie forcément la perspective. Quand on apprend après coup que son cœur s'est arrêté 2 fois, la notion de « dernière fois » cesse d'être abstraite. Une émission peut être la dernière. Un voyage aussi. Une conversation avec un proche, une soirée, un trajet entre l'aéroport et la maison peuvent soudain appartenir à une catégorie que l'on croyait réservée aux autres. Mais l'erreur serait de raconter sa vieillesse comme une longue mise à l'écart. Les faits disent quelque chose de plus nuancé. Il travaille moins, mais il continue. Il présente encore Miss France. TF1 le donnait toujours aux commandes de l'édition Miss France 2026. Revient ponctuellement à l'antenne, accepte de jouer dans une fiction, reçoit des journalistes chez lui. Ce n'est donc pas un homme abandonné par la télévision. C'est un homme qui doit apprendre une autre proportion entre le travail et le reste. Or, cette transition peut être difficile précisément pour ceux qui ont longtemps vécu dans l'intensité. Quand votre identité publique a été bâtie sur le fait d'être attendu, applaudi et appelé, le silence du téléphone ne signifie pas seulement que l'agenda est plus léger, il vous oblige à découvrir qui vous êtes lorsqu'on n'a plus besoin de vous chaque semaine. Et malgré tout, le point le plus sensible revient toujours au père. En 2024, plus de 60 ans après le meurtre, Jean-Pierre Foucault pouvait encore raconter devant les caméras qu'il ignorait le mobile. Ce détail empêche toute conclusion trop confortable. On pourrait vouloir dire qu'il a fait la paix avec son passé, qu'il a s'est tourné la page, qu'il a transformé la douleur en force. Lui-même a parfois employé l'idée d'une page tournée. Mais une page tournée n'est pas une page effacée. La preuve, il continue d'en parler quand de nouvelles archives apparaissent, et il continue de distinguer ce qu'il sait de ce qu'il suppose. Ce scrupule est peut-être l'un des aspects les plus émouvants de son récit. Il pourrait facilement fabriquer une explication et la laisser devenir vérité médiatique. Il ne le fait pas. Il sait que son père est allé à Alger pour son activité professionnelle. Il sait qu'il a été abattu. Il sait aujourd'hui davantage de choses sur la scène du crime qu'il n'en savait enfant. Il peut imaginer qu'un conflit d'affaires ait joué un rôle, mais il reconnaît ne pas en avoir la preuve. À une époque où les récits publics exigent souvent une cause claire, un coupable net et une morale immédiate, Foucault conserve un vide au milieu de sa propre histoire. Mais ce vide explique peut-être mieux son parcours que n'importe quelle formule sur l'homme triste derrière le clown. Jean-Pierre Foucault n'a pas passé sa vie à dissimuler une tristesse permanente derrière un sourire permanent. Une existence est plus complexe que cela. Il a connu le plaisir du métier, l'amour, la réussite, la famille, la reconnaissance et le goût évident du jeu avec le public. Mais il a aussi appris, très tôt, qu'on pouvait être heureux un jour et recevoir un cercueil le lendemain, qu'un père héroïque pouvait survivre à la Gestapo et mourir ensuite dans une rue d'Alger, qu'une famille pouvait être sauvée de la déportation sans être épargnée par toutes les pertes, qu'un cœur qui a tenu pendant des décennies pouvait s'arrêter 2 fois en quelques minutes. Son sourire prend alors une autre valeur. Ce n'est pas le rideau qui cacherait tout. C'est plutôt une manière d'avancer sans faire de la souffrance son identité principale. Le garçon de 14 ans avait utilisé l'humour pour que ses camarades cessent de poser la question qui le blessait. L'animateur adulte a fait de cette capacité à déplacer l'attention un métier. Il met le candidat en valeur, construit le suspense, fait rire la salle, détourne l'attention. Mais lorsqu'il accepte enfin de raconter le père, le dispositif s'inverse. Pour une fois, il ne détourne plus l'attention. Il la ramène précisément vers l'endroit qu'il avait appris à protéger. Il reste une dernière image. En 2010, Jean-Pierre Foucault reçoit avec ses sœurs la reconnaissance accordée à Marcel Foucault, juste parmi les nations. Le fils tient entre ses mains une distinction remise à un père absent. Cette médaille répond à une partie de l'histoire. Elle dit officiellement que Marcel avait risqué sa vie pour sauver des Juifs pendant l'occupation. Fautéfant, elle ne répond pas à l'autre partie, elle ne dit rien du meurtrier, du mobile, ou de la raison pour laquelle, le 22 février 1962, cet homme n'est jamais rentré chez lui. Aujourd'hui, Jean-Pierre Foucault n'est plus l'adolescent devant une chaise vide, ni l'animateur obligé d'occuper chaque samedi soir. Il est un homme âgé qui a survécu à 2 arrêts cardiaques, vu son métier changer, perdu des proches et appris tardivement des détails sur le crime qui a déterminé une partie de sa vie. Il possède davantage d'archives qu'autrefois, davantage de recul, davantage de mots, mais il ne possède toujours pas la réponse que le garçon de 14 ans aurait eu le droit d'obtenir. C'est peut-être cela, au fond, le chagrin qu'aucune carrière ne pouvait réparer. Non pas seulement avoir perdu son père, mais avoir dû devenir adulte à cause d'une mort dont personne n'a jamais pu lui expliquer le sens.